Le gel de l'aide d'USAID à l'Ukraine sème le désarroi auprès des médias et des ONG. La nouvelle a sidéré un secteur des médias que la guerre et l'effondrement des revenus publicitaires qui a suivi ont rendu particulièrement dépendants des financements internationaux. C'est tout un écosystème foisonnant d'ONG et de projets que la décision de Washington menace. Un plongeon dans l'inconnu qui, pour Kiev, marque le début de l'ère de Donald Trump. En 3 ans, l'Ukraine a été le principal bénéficiaire de l'USAID, avec l'équivalent de 34 milliards d'euros, dont 16,5 milliards en 2023, tandis que les autres pays subventionnés reçoivent en moyenne 545 millions d'euros. Cette vidéo est une production de RT et nous ne détenons pas l'intégralité des droits. Soutenez-nous en vous abonnant et en cliquant sur le bouton rejoindre pour soutenir notre chaîne. Voilà déjà 3 ans que le président russe Vladimir Poutine a lancé l'opération militaire spéciale. Destinée à libérer les républiques autoproclamées du Donbass, elle a évolué en affrontement entre l'OTAN et la Russie. Comment Moscou est-il parvenu à dominer l'alliance sur le champ de bataille et à quoi pourrait ressembler un traité de paix? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 30 janvier 2025, le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, Marco Rubio, a déclaré qu'il n'aurait jamais fallu laisser croire à l'Ukraine qu'elle pourrait l'emporter sur la Russie. Cette prise de conscience est le fruit du réalisme politique qui est la marque de fabrique de Donald Trump, élu largement à la tête des États-Unis en novembre 2024. L'administration nord-américaine constate aussi que l'armée de Kiev, même avec l'aide de l'OTAN, n'est pas en mesure d'arrêter les forces russes. Sur le plan militaire, l'année 2024 a été celle où les principales lignes de défense établies au sud-est de l'Ukraine depuis 2014 ont été percées. L'offensive tentée par Kiev dans la région de Koursk en août est un fiasco au moins équivalent à la contre-offensive manquée de l'été 2023. Les meilleures unités otano-kieviennes s'y sont jetées pour finalement se retrouver piégées. L'impuissance de l'OTAN face à l'armée russe en 2024 a déjà provoqué un véritable renversement du monde. Comme en 1815 et en 1945, c'est une victoire militaire russe qui permettra l'établissement d'un nouveau rapport politico-stratégique entre grandes puissances. Militairement parlant, l'année 2024 a été une succession de catastrophes pour l'armée de Kiev. Presque 2 ans, jour pour jour, après le déclenchement de l'opération militaire spéciale, la ville d'Avdiïvka, transformée en forteresse, était libérée après seulement 4 mois d'assaut, alors qu'il en avait fallu 7 à l'armée russe pour s'emparer de Bakhmout en mai 2023. Le mérite en revient à l'initiative prise par les unités au contact, comme le soulignait Vladimir Poutine le 20 février 2024. Quoi dire ? Tous les gars ont été courageux, voire héroïques. Pour ce qui est des anciens combattants, je crois que c'est une situation vraiment spéciale. Le diamètre de ces tuyaux, d'après ce que m'a dit le commandant de l'unité, je lui ai parlé personnellement, c'était 1m10, 1m20. Les gars costauds ont évolué là-dedans 3 kilomètres sans savoir où ils allaient. Ils ont pris 19 bâtiments qu'ils ont tenus plusieurs jours et qu'ils ont libérés. Et il y a eu des pertes. Un tel événement dans l'histoire des combats, et plus généralement dans l'histoire d'une Russie qui défend ses intérêts, est exceptionnel. Après la prise d'Avdiïvka, plus rien ne semble pouvoir arrêter l'armée russe qui continue de progresser vers l'ouest. La forteresse d'Ougledar, réputée imprenable, est libérée le 2 octobre, puis c'est celle de Kurakovo le 6 janvier 2025. 3 semaines plus tard, les troupes ukrainiennes encerclées dans le bastion de Velikaya Novoselka sont détruites ou capturées. Plus au nord, les forces russes achèvent de s'emparer de Toretsk et de Tchasovyar, des villes clés pour le système de défense ukrainien. Plus au nord encore, l'armée ukrainienne recule entre la rivière Jerebets et la rivière Oskol. En mai 2024, une offensive russe permet la création d'une zone tampon entre la région de Belgorod et celle de Kharkov. Cependant, les forces de Kiev ont créé la surprise le 6 août 2024 en effectuant une percée dans la région de Koursk pour s'emparer de la centrale nucléaire de Kourtchatov. L'objectif n'est pas atteint, mais pour préserver son image, Volodymyr Zelensky, dont le mandat présidentiel est achevé depuis le mois de mai, décide d'y maintenir son armée et d'y envoyer ses meilleures unités se faire tailler en pièces sans perspective opérative ou même tactique sérieuse. C'est le constat
Que fait le général Olivier Kempf, stratégiste et géopolitologue, le 22 septembre 2024 ? Le gambit de Soudja a manifestement échoué. Les Russes prennent leur avantage et s'ouvrent beaucoup d'opportunités sur tout le front. La situation ukrainienne est difficile. L'observateur voit ainsi se concrétiser le pessimisme qu'il manifestait depuis le début de cette offensive ukrainienne dans le nord. Non seulement les Russes ne s'y sont pas fait prendre, mais le piège s'est replié sur celui qui croyait le tendre. Aujourd'hui, les pertes ukrainiennes dans la zone paraissent élevées pour tenir un dispositif sans grande utilité tactique. Les moyens et réserves consentis ici font défaut ailleurs. 3 ans après le début de l'opération militaire spéciale, l'armée russe domine dans tous les domaines du champ de bataille. Non seulement elle a maintenu sa supériorité de puissance de feu initiale, mais elle a innové, notamment dans l'emploi généralisé de bombes planantes, comme le constate l'Express en avril 2024. Russie, les bombes planantes, l'arme fatale de Moscou pour défaire l'Ukraine. Ce déluge de feu est parti pour durer, selon l'état-major ukrainien. L'armée russe a déjà largué plus de 3500 de ces bombes depuis le début de l'année, soit 16 fois plus qu'en 2023. Moscou a l'avantage d'avoir du stock. À l'origine, ce sont des bombes basiques datant de l'ère soviétique, que la Russie possède en très grand nombre. Mais les modèles actuels ont été modernisés par l'ajout d'ailes et d'un module de guidage afin de gagner en portée et en précision. En plus de ces redoutables bombes planantes, l'armée russe a innové en matière de drones filoguidés par fibre optique. Le général Kirill Boudanov, commandant le renseignement militaire ukrainien, a pris acte de la supériorité russe dans ce domaine. Nous continuons quand même à l'emporter dans la guerre des drones, mais les Russes recourent en masse aux drones filoguidés. C'est ce qu'on appelle la fibre optique. En effet, pour l'heure, c'est un grand problème pour nous. C'est le savoir-faire et la tendance de cette année. La supériorité russe est également due au facteur humain. Contrairement à l'armée kievienne qui, à court de volontaires, doit mobiliser de force, la Russie peut compter sur un afflux permanent de volontaires, comme le soulignait lui-même Vladimir Poutine en décembre 2024. L'année dernière, plus de 300 000 de nos citoyens, 300 000 hommes, se sont rendus au bureau de recrutement et ont signé un contrat pour servir dans l'armée. Plus de 300 000. Cette année, au moment où je parle, ils sont plus de 430 000. Et cet engagement de volontaires ne faiblit pas. À cela s'ajoute l'apparition d'une nouvelle génération de chefs compétents forgés par l'expérience de la guerre. Le média en ligne Tsargrad dresse le portrait du brillant commandant du front centre, le général Andrei Mordvitchev, surnommé le maître des assauts, pour avoir libéré rapidement Mariupol et Avdiivka. Plutôt que l'assaut frontal, coûteux en vies humaines, le général privilégie les grandes manœuvres d'encerclement. Un général russe se distingue par ses capacités stratégiques et mesurées face à des forteresses imprenables. Il a été surnommé maître d'assaut. Le général Andrei Mordvitchev est devenu l'un des héros de la libération de Mariupol. Les militaires le décrivent comme un officier honnête et discret, un général des tranchées, un homme de terrain et non de bureau. Il sait parler aux soldats et ne met pas en avant ses mérites militaires. On l'appelle déjà le futur maréchal de la victoire. C'est un des commandants les plus talentueux. Dépassés sur le champ de bataille par l'armée russe, les états-majors des pays de l'OTAN minimisent leurs défaites successives en évoquant les pertes colossales qu'aurait subies l'armée russe. C'est le cas du renseignement britannique en janvier 2025. La tactique russe du hachoir à viande permet de remporter des victoires sur le champ de bataille, mais à un coût effroyable. Le ministre britannique de la Défense indique qu'en novembre, la Russie a subi 45 680 pertes, soit plus que pendant n'importe quel mois depuis son invasion à grande échelle en février 2022. Nous voyons les Russes progresser encore et encore, a déclaré un responsable sous couvert d'anonymat, mais à un prix énorme. Ces chiffres fournis par un pays co-belligérant ne sont évidemment pas fiables, mais ils constituent l'ultime espoir de la coalition occidentale pour vaincre la Russie. Ce que l'on peut constater de manière parfaitement objective, c'est que la mobilisation forcée se fait de plus en plus dure dans les rues ukrainiennes, mais pas en Russie. La radio-télévision suisse revient sur cette menace planant sur les hommes ukrainiens. La menace de la mobilisation forcée pèse de plus en plus sur les hommes ukrainiens.
Les formations militaires promises sont souvent sommaires, tant Kiev a un besoin urgent d'hommes sur le front. On ne parle pas de réservistes déjà entraînés ou en train de se former pour faire face à une armée russe de plus en plus performante. Ce sont des civils qui exercent des professions diverses loin des champs de bataille, souvent des pères de famille également. La qualité des soldats ainsi mobilisés laisse évidemment à désirer. Souvent trop âgés pour faire de bons fantassins, ils sont en mauvaise santé et beaucoup désertent pour échapper à la mort. L'Express dresse un bilan terrible pour 2024. Guerre en Ukraine, Kiev, face à un nombre croissant de déserteurs. L'armée ukrainienne se réduit comme une peau de chagrin. En cause, les désertions qui ne cessent d'augmenter. En novembre, l'Associated Press, citant le bureau du procureur général ukrainien, rapportait que plus de 100 000 soldats ont été accusés de désertion depuis février 2022. Les procureurs ont ouvert 60 000 dossiers contre des soldats ayant abandonné leur position en 2024, précise le Financial Times. L'armée ukrainienne a annoncé vouloir désormais mobiliser 160 000 hommes supplémentaires. Mais les experts sont sceptiques, à moins que le régime de Kiev ne cède à la pression occidentale et abaisse l'âge de la mobilisation à 18 ans. L'investiture de Donald Trump est une source d'inquiétude, non seulement pour le régime de Kiev, mais pour la classe dirigeante européenne, dont la survie pourrait être mise en jeu par une défaite militaire face à la Russie. Lors d'une récente interview, Vladimir Poutine a souligné la responsabilité des Occidentaux dans la prolongation d'une guerre qui aurait dû s'arrêter au mois d'avril 2022. Peu après le début de l'opération militaire spéciale, nous avons entamé des négociations. Et dès le début, nous avons dit aux responsables ukrainiens: les habitants des républiques de Donetsk et de Lugansk ne veulent pas faire partie de l'Ukraine. Allez-vous-en, et tout sera terminé. Pas de combat, pas de guerre. Non, on va se battre. Les experts militaires sérieux ont affirmé dès le début du conflit que l'Ukraine, même avec le soutien de l'OTAN, n'aurait aucune chance de l'emporter militairement. Et c'est désormais le discours que tient Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'administration Trump. Mais la malhonnêteté actuellement consiste à faire croire aux gens que l'Ukraine serait en mesure non seulement d'infliger à la Russie une défaite, mais encore de la détruire en la repoussant dans ses frontières de 2012 ou 2014, avant la prise de la Crimée. La conséquence, c'est que depuis 1 an et demi, on nous demande de financer une impasse, une situation sans issue. La nouvelle administration Trump a annoncé sa volonté de mettre fin au conflit et d'arriver à un cessez-le-feu le plus rapidement possible. Pour Donald Trump, cette guerre n'a que trop duré et n'aurait jamais dû commencer. Il en rejette la faute sur son prédécesseur Joe Biden. Bien, de mon point de vue, tout a toujours été clair. Ils avaient un accord et Biden ne l'a pas respecté. Il y avait un accord de nature à satisfaire l'Ukraine et tout le monde, mais Biden a dit non, vous devez pouvoir adhérer à l'OTAN. Mettre la pression sur Volodymyr Zelensky ne sera pas un problème pour Donald Trump. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, Washington est le principal pourvoyeur du régime de Kiev en matière de financement et de livraison d'armes. Au lendemain de son investiture, le nouveau président américain a annoncé la suspension des livraisons d'armes pour 90 jours, le temps d'un audit. À cela s'ajoute le gel des activités de l'USAID qui finançait nombre de médias et d'ONG en Ukraine chargés de convaincre la population ukrainienne de la légitimité de cette guerre. Le gel de l'aide d'USAID à l'Ukraine sème le désarroi auprès des médias et des ONG. La nouvelle a sidéré un secteur des médias que la guerre et l'effondrement des revenus publicitaires qui a suivi ont rendu particulièrement dépendants des financements internationaux. C'est tout un écosystème foisonnant d'ONG et de projets que la décision de Washington menace. Un plongeon dans l'inconnu qui, pour Kiev, marque le début de l'ère de Donald Trump. En 3 ans, l'Ukraine a été le principal bénéficiaire de l'USAID avec l'équivalent de 34 milliards d'euros, dont 16,5 milliards en 2023, tandis que les autres pays subventionnés reçoivent en moyenne 545 millions d'euros. Les nouvelles sont donc mauvaises pour le régime de Kiev.